bonjour à tous. J'espère être assez clair. J'ai un petit peu le jet lag. J'ai fait des milliers de kilomètres pour venir vous rendre visite. En tout cas, je suis très heureux. C'est un honneur pour moi de venir de France et de Suisse, puisque j'enseigne à Genève, mais j'habite de l'autre côté de la frontière. Donc, je suis habitué aux accents, un peu moins aux vôtres, mais je suis habitué aux autres qui parlent français et je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié la première intervention, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, et puis la deuxième sur la question aussi de cette justice mondiale, parce qu'elle fait écho à tous les problèmes qu'on peut avoir quand on commence à tricoter nos petits textes et quand on commence à nous envoyer les difficultés. Et j'espère en tout cas que nos trois interventions pourront trouver des points d'accroche très forts, notamment sur les questions des conditions psychologiques, puisque c'est ça en fait qui est en jeu, notamment le consentement à l'impôt, et puis aussi dans le cas de mes propositions, souvent des propositions comme le revenu d'existence, ou ce que je vais développer par la suite, le capital d'émancipation, où beaucoup nous disent oui, mais si on fait ça qu'au niveau français, tu vas attirer toute la misère du monde, quelles sont les difficultés que tu n'as pas forcément prévues, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire au niveau européen? Et puis ça revient à ce que vous avez dit à la fin. À ce moment-là, il faut réfléchir à des grosses institutions, des agences qui doivent se mettre en place pour pouvoir garantir l'équilibre des uns et des autres. Et on ne sait pas forcément, en tant que philosophe, comment on va pouvoir le faire. À la base, ma formation, c'est plutôt la science politique, donc on arrive toujours à faire des montages institutionnels, juridiques, qui fonctionnent, en tout cas dans nos têtes. C'est pas toujours aussi simple par la suite. En tout cas, s'il y avait une remarque à faire pour les politologues, c'est bien celle-ci qu'il faudrait retenir. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, et je ne suis pas non plus un spécialiste de la fiscalité, bien que dans ma vie quotidienne, je l'applique, parce que je suis aussi maire de ma commune, donc je prélève la fiscalité, j'utilise la fiscalité en essayant de le faire à bon escient, avec chez nous des mécanismes de taxes d'habitation totalement injustes, où les citoyens ne savent pas vraiment pourquoi ils payent. Ils payent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais il y a la taxe d'habitation, la taxe foncière, puis à la fin, heureusement quand même, dans les municipalités, on voit l'argent d'une certaine manière. C'est peut-être la grande différence qu'il y a. Donc moi je suis souvent bercé entre, je disais tout à l'heure, la tête dans les nuages et les mains dans la pâte, les mains dans le cambouis, on dit chez nous, mais et je me dis à la fin, on a nos propres limites, mais on ne peut pas s'interdire de penser d'un côté ou de l'autre, parce que quand on fait la justice fiscale ou quand on commence à mettre en place des processus et des procédés de justice sociale, il faut bien qu'on ait une vision très générale de ce à quoi nous nous référons, nos idées, mais aussi le contexte et la réalité qui souvent est un peu troublant, parfois qui nous pousse par pragmatisme à faire quelques entorses, mais qui, si elles ne font que faire des entorses, créent la véritable inégalité entre les citoyens sur tous les plans, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau social. Alors moi je pars de deux constats et puis un objectif. Mon premier constat, il a déjà été donné tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle nous en France, et actuellement c'est assez fort, le ras-le-bol fiscal. Vous avez peut-être entendu parler, alors vous, ça vous arrive un petit peu aux oreilles comme ça, nous on le voit au quotidien, les gilets jaunes, ce ras-le-bol fiscal qui était lié notamment aussi à une taxe sur le diesel, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un peu ça à la base, encore un nouveau prélèvement, vous allez toujours prendre chez les plus pauvres, ceux qui sont déjà en difficulté. Le fait de trop payer, ne pas savoir où va l'argent, que cet argent peut avoir, quand il est prélevé, un caractère confiscatoire. Je suis assez d'accord sur salaire brut, salaire net. Peut-être qu'on peut déjà réduire cette vision de la confiscation au fait que non, c'est vraiment ce que l'on touche. Donc il faut pouvoir regarder tout ça. Aussi un autre constat, ce que je gagne, je le mérite, alors pourquoi je n'en profiterai pas? Vous parlez dans votre livre de ce mythe de l'individu pleinement responsable, de celui qui finalement gagnerait que ce qu'il mérite et devrait pouvoir jouir de l'ensemble de ce qu'il mérite. Et puis souvent, là c'est plus l'homme politique qui parle, et puis aussi au nom, pas de mon gouvernement, mais en tout cas au nom des institutions françaises d'une certaine manière, on dit toujours c'est un problème de communication, nous n'avons pas fait assez de pédagogie, nous n'avons pas assez expliqué, etc. etc. Ce problème, c'est que ça serait tout à fait envisageable
si comme nous, des fois en tant qu'enseignants, on n'explique pas bien, on paye l'addition généralement la semaine d'après parce que les étudiants n'ont pas compris, sauf que quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on ne comprend pas, c'est soit qu'on n'a pas la bonne méthode, soit que ça n'est pas simplement un problème de communication. Alors, moi en tant aussi prof de communication à la Haute École de Gestion où j'enseigne, je pense qu'en partie c'est un problème de communication, mais très clairement c'est un problème de justification morale, de justification politique, et qu'il y a un certain nombre de mots qui sont utilisés, qui sont mal utilisés, la question du mérite notamment. Je reviens sur la critique peut-être que Rawls fait notamment sur la méritocratie, sur le fait de ce mérite. Aussi le fait que nous, derrière, peut-être qu'il faut qu'on ait en tant que philosophe une forme d'apologie d'une certaine humilité, chacun à sa place contribue, c'était aussi tout le bien de votre livre sur la juste part, et le fait de dire que c'est la coopération sociale, rien qu'en se le disant, même politiquement, ça fait déjà du bien parce que ce discours ambiant, qui est même tenu par les classes populaires aujourd'hui sur ce que je gagne, je le mérite, donc je le garde, je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait, est un discours qui est largement supérieur à plein d'autres discours où on est obligé d'aller dans l'argumentation, là où des fois en une phrase, un homme politique, même parfois avec un certain cynisme, propose des baisses d'impôts et aura davantage de gloire. Même si ça marche globalement beaucoup moins aujourd'hui. C'est donc ce premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous avons un système fiscal qui aujourd'hui n'est pas compris, n'est pas accepté et sur le coup n'est même pas défendu. En tant que Français, la question de l'impôt est une question révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est conjoint à l'idée même qu'il faut participer à l'ensemble de la République. Et donc le système fiscal, même si je pense que dès le départ, ce n'était pas forcément ça que les révolutionnaires avaient en tête, le fait de défendre l'impôt, on prend quand même quelque chose. Hein. Si on reprend les biais cognitifs de tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on ne va pas aller très loin et qu'on n'arrivera pas à justifier grand-chose si c'est que d'un point de vue individualiste. Donc il a fallu en tout cas, une forme d'altruisme, à penser que la communauté devait vivre au nom de sa stabilité, c'est plus un point de vue politologique, mais au nom de sa stabilité, pour pouvoir travailler autour d'un contrat social et un système fiscal qui soit compris. Donc là, on reprend la question de la communication, mais pas uniquement, c'est-à-dire la question de la justification morale, qui soit acceptée, c'est-à-dire qu'on comprenne qu'il y ait une communauté de destin, même sur le coup au niveau national, hein, dans des époques où il y avait moins de transnationalisme à ce niveau-là, et que ce contrat social puisse être défendu. Et quand je dis défendu, c'est notamment en rapport à certaines thèses solidaristes en France, hein, sur le fait qu'il y a des générations et qu'on transmet de génération en génération comme une forme de narration cette défense d'un système social et d'un système fiscal. Et je crois qu'à tous les niveaux, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de contrat social, c'est-à-dire d'acceptation et de consentement, et ne serait-ce que le fait d'accepter que la richesse soit un produit social, qu'il y a un lien de dépendance très fort entre un succès individuel et la coopération sociale, mais aussi le fait que l'on n'a plus forcément un récit à passer de génération en génération, eh bien, nous avons une société qui est, à ce moment-là, très largement fragilisée. Et mon objectif, et ce n'est pas à la base ce sur quoi je travaillais, mais ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai eu le plus d'opposition. J'ai travaillé dans le cadre de ma thèse de doctorat, en 2011, et tous les travaux que j'ai pu faire après de recherche, sur ce que j'ai appelé l'individu bénéficiaire. Pour moi, l'idée c'était que il ne faut pas distribuer à un individu qui soit un individu statistique. Il faut comprendre qui est cet individu. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette idée des biais cognitifs, parce que si on distribue à un individu lambda et qu'on ne prend aucun compte de l'évolution de cet individu, même en rapport à son contexte, je ne l'ai pas dit au départ, mais je suis aussi linguiste, alors la pragmatique contre, dans les sciences du langage, contre la linguistique, hein, ça a été un très grand débat, pour ceux qui pensaient que ça ne se passait qu'à l'intérieur et ceux qui justement valorisaient le contexte. Donc, je pense qu'il y a des bons équilibres à trouver entre les deux, de comprendre que cet individu, même depuis les années 60, 70, 80, 90, il y a eu de véritables changements dans sa nature même, dans ses comportements, dans le lien qu'il a à la consommation, dans effectivement ce qui se passe dans l'inversion avec le capital et le travail au niveau des richesses, et que donc si on ne comprend pas ça, c'est-à-dire que si on ne situe pas quel est cet individu-là dans la société dans laquelle on est, eh bien on va distribuer un individu statistique. Et globalement, quand on regarde les politiques publiques, je vais parler que pour mon pays,
pas de parler pour le gouvernement du Québec, mais quand on regarde, globalement, ces individus sont statistiques, on s'intéresse peu. Des fois, on fait, on va dire, des éléments qui cadrent un peu, par exemple le RSA, donc revenu de solidarité active, pas en dessous de 25 ans, même si les choses ont changé, donc on met quelques cadres, mais globalement, on est sur une vision très globale, très statistique de cet individu. Je reprends un passage comme ça parce que ça me revient ainsi. Le président de la République avait dit, je crois que c'était juste avant d'être élu ou juste après, il disait par exemple qu'il fallait faire une réforme du travail pour essayer de comprendre et de lier le travail à l'évolution de l'individu durant sa carrière et durant ses temps de vie. Il disait par exemple que quand on est jeune, il faut plus travailler, donc on pourrait augmenter le temps de travail que quand on est plus âgé parce qu'on commence à être fatigué, etc. Je trouvais que l'idée n'était pas stupide en soi, mais qu'elle évitait tout un tas d'autres réflexions sur l'individu. Le fait peut-être que quand on est jeune, on a peut-être envie de moins travailler pour pouvoir davantage s'occuper de ce dont on a un intérêt, dans le bénévolat, dans le sport, pour s'occuper de ses enfants, etc. Et qu'une carrière de travail, c'est pas simplement je suis en pleine forme et je travaille, quand je suis moins en forme, je travaillerai moins, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large dans l'évolution d'une vie. Et que cette vision un peu déterministe qu'avait le président, même s'il y avait une intuition qui n'était pas mauvaise sur la force de travail, restait une vision très orientée sur ce que devait être uniquement le travail et pas sur ce qu'étaient les temps de vie. Donc ma réflexion sur l'individu bénéficiaire, dans ma thèse, m'a permis de penser qu'il fallait certes faire une distribution à l'individu, elle devait être juste, donc sur un point de vue égalitaire, j'expliquerai rapidement pourquoi, mais aussi adéquate, c'est-à-dire que l'on comprenne le contexte. Et ça peut aller jusqu'à la compréhension de certains phénomènes, qui sont des phénomènes locaux, qui font par exemple, et c'est une des parties de mon travail sur le revenu d'existence, revenu de base ou autre, que cette distribution égalitaire pouvait s'avérer finalement inégalitaire, ne serait-ce qu'entre les territoires. Et en tant que maire, ça me parle. En Haute-Savoie, la terre d'où je suis natif, à côté de la Suisse, une terre qui coûte très très cher. On fait partie, après Paris, des endroits où il est le plus dur de se loger, où les prix à la consommation sont les plus élevés. En contrepartie, il y a plus de travail qu'ailleurs. Et que donc, si vous donniez une somme hypothétique de 500 € à chacun, si vous donnez 500 € en Haute-Savoie, vous couvrez pas grand-chose en termes de besoins, alors que si vous êtes dans la Creuse c'est au cœur de la France, pas grand-chose, pas beaucoup de travail, c'est très joli, mais c'est clair que quand on est jeune, c'est parfois compliqué pour plein d'autres raisons, eh bien, vous pourriez vivre assez convenablement et peut-être même accéder, si vous avez un travail à côté, à un emprunt pour vous acheter une maison, ce qui est totalement impossible en Haute-Savoie. Et donc, il fallait non pas opposer, si on parle d'adéquation, la question égalitaire avec la question de l'équité. Et donc, trouver des mécanismes de rééquilibrage territoriaux, notamment avec les municipalités ou les agglomérations chez nous, pour comprendre le coût de la vie ou autre chose, et donc améliorer, optimiser la qualité de ce qui est distribué. Alors, je vais en venir à ce qui est l'enjeu pour moi aujourd'hui. C'est d'arriver à faire rencontrer cet individu bénéficiaire, donc celui qui je considère qu'il faut lui donner au titre de l'égalité, au titre de l'équité, de quoi vivre, et on va regarder ce dont il s'agit de façon plus juste. Et puis l'individu, alors c'est en relisant hier, avant-hier, en disant comment je vais réussir à mieux faire le lien, ce que j'appellerais l'individu contributeur avec tous les guillemets que je mets derrière. C'est-à-dire, si l'individu bénéficiaire et l'individu contributeur se retrouvent proches dans leur acceptation de la notion de justice, eh bien cela peut donner, ce serait l'hypothèse, des politiques sociales, un système fiscal notamment, compris, accepté, et qui peut se transmettre de génération en génération, c'est-à-dire défendu. Les bases mêmes de mon mécanisme, c'est que je considère qu'il y aurait un revenu d'existence pour plein de raisons, on ne va pas rentrer beaucoup plus en matière aujourd'hui, peut-être dans les questions tout à l'heure, et accoler à cela ce que j'appelle un capital d'émancipation. Peut-être que vous connaissez donc notamment la théorie défendue par Ackerman et Alstott sur Stakeholder Society, sur un revenu qui serait déclenché, une sorte d'impulsion de départ, de somme donnée, notamment à la majorité. D'ailleurs, tout est discutable sur la notion de majorité, sur les conditions.
peut-être qu'on aura l'occasion de saisir les différents enjeux. Moi, j'en fais un seul et même mécanisme autour d'un seul et même principe de départ. C'est-à-dire qu'il y a une origine de justification morale identique, mais qui s'inscrit sur l'ensemble de la vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on veut faire rencontrer l'individu bénéficiaire et l'individu contributeur, il faut essayer de trouver aussi un mécanisme qui arrive à le lier tout au long de la vie, ou du moins qui essaye de penser cet individu dans son évolution. Je pars du principe que nous n'avons pas choisi notre naissance, à part si quelqu'un ici me dit le contraire. À partir de ce moment-là, quelle est notre part de mérite à naître? Je n'en vois pas particulièrement. Par contre, on est avec un contexte, qui est un contexte prédéfini, avec ses difficultés sociales, son entourage, ses difficultés familiales, les endroits où nous sommes nés, la Creuse ou la Haute-Savoie, et les problèmes liés à la distribution de capital, à l'héritage ou autre chose. Donc nous naissons avec un contexte prédéfini. Ça ne fait rien de déterministe, ça dit simplement qu'il y a peut-être, à ce moment-là, s'il y aurait, on va le mettre de cette manière-là, une forme de déterminisme, il faudrait au moins lui briser les jambes, essayer de faire en sorte qu'il puisse ne pas faire autre chose, ce déterminisme, que d'améliorer la mobilité sociale. Quand on est en France, c'est toujours très délicat parce qu'on s'accroche toujours à la méritocratie, mérite républicain, mais globalement, si on fait le point de vue de toutes les politiques sociales qui sont posées, et notamment de l'analyse de Piketty qui touche aussi particulièrement la France là-dessus, l'accumulation de capital, les transferts de patrimoine, les transferts de capital, aujourd'hui, ont tendance à augmenter les inégalités entre les uns et les autres, là où au contraire, le discours politique tendrait à dire que chacun a sa chance, chacun pourrait faire comme bon lui semble pour accéder à cette mobilité sociale. Donc ce capital d'émancipation, moi je l'envisage comme un seul mécanisme avec le revenu d'existence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous naissez, et ça pourrait être un droit constitutionnel, vous devenez individu bénéficiaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas individu par le biais d'une politique contextuelle déterminée par un gouvernement X, mais par le biais de votre naissance, vous êtes un individu avec ses droits. Vous avez le droit de vote, même s'il est reporté à votre majorité, vous avez le droit d'expression, même si un certain nombre de droits se libèrent par la suite, vous avez le droit d'exister, vous avez aussi des devoirs qui sont liés à ça, vous avez le droit d'avoir un toit, enfin, voilà, toute la base des droits constitutionnels. D'ailleurs, en France, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec, mais certains droits qui étaient des intuitions dans les textes deviennent aussi des droits opposables. Le droit opposable au logement ou d'autres droits. La réalité est bien autre que ça, mais en tout cas, le droit est reposé en tant que tel. Donc, à partir de ce moment-là, se déclenche un certain nombre de droits, dont un droit économique, pas un droit lié au travail, un droit économique par rapport à une forme de citoyenneté. Ackermann parlerait de citoyenneté économique. Je trouve des fois le terme un peu abusif parce qu'il faudrait déterminer si c'est la citoyenneté, ensuite on a la citoyenneté économique, citoyenneté sociale, citoyenneté politique, ou si au contraire à la fin on se rendrait compte que pour certains penseurs libéraux, ce serait la citoyenneté économique qui déclinerait d'autres droits. C'est un sujet dont je ferme la parenthèse, donc je parlerai plutôt de citoyenneté dans un sens large, avec des droits économiques. À partir de ce moment-là, considérer, et on peut le faire institutionnellement, puisque en France nous avons mis en place une politique publique qui s'appelle le compte d'épargne, enfin une forme de compte d'épargne lié en fait à notre vie, voilà, qui fait que on peut avoir des droits qui sont liés notamment au droit formation web. On pourrait tout à fait ouvrir à l'intérieur une forme de compte où viendrait se poser le revenu d'existence jusqu'à nos 18 ans. Parce que dans certaines théories, notamment liées au revenu de base, on a tendance à penser qu'il faut donner cet argent aux parents, d'accord, ou ne pas donner, ou ne donner qu'à partir de 18 ans. Moi, ma proposition, c'est d'hypothéquer en fait ce revenu de 0 à 18 et de le libérer sous forme de capital à partir de 18 ans. Et donc, à ce moment-là, de faire en sorte qu'il y ait une conjonction très forte entre le revenu d'existence et ce capital d'émancipation, à la base, avec la même origine, notamment des droits constitutionnels. Selon Catherine Audard, ce qui est important, et d'ailleurs elle rejoint tranquillement ces questions liées à la Stakeholder Society, elle vient de sortir un nouveau livre sur démocratie et raison,
où elle reprend, elle commente aussi Ackerman, elle essaye de trouver un certain nombre de points de vue pour justifier Rawls aujourd'hui. Ce qui est important pour elle, c'est de dire qu'il faut avant tout garantir l'égalité des aspirations. Et donc, ça justifierait un capital d'émancipation. Elle dit plus que l'égalité des besoins. Moi, je ne dis pas forcément plus que l'égalité des besoins. Si on lit le capital d'émancipation au revenu d'existence, on considère, en tout cas, et je considère que ce sont deux principes qui sont à la base deux objectifs politiques un peu différents. Pour moi, le revenu d'existence n'a pas la force de frappe qu'a le capital d'émancipation pour libérer de l'énergie au départ, pour créer son entreprise, pour acheter un premier appartement, pour pouvoir faire des études. Les études sont gratuites en France, donc ça permettra de payer plus ce qu'il y a autour. Il faut maintenir ce système-là par ailleurs, etc., etc. Le revenu d'existence serait davantage lié à ce qui est la dignité, c'est-à-dire les besoins de base, et l'égalité des aspirations serait donnée par ce capital d'émancipation. Donc une même origine morale, une filiation unique, mais des objectifs politiques et donc philosophiques qui sont différents dans la réalité. Le revenu d'existence assurant la dignité des individus et le fait que l'on a un lien différent à l'égard du travail, et le capital d'émancipation qui permettent de favoriser l'égalité des aspirations. Je terminerai là-dessus. L'idée, c'est d'arriver à combiner donc cet individu bénéficiaire qui aurait ces éléments-là constitutionnels de base à l'individu contributeur, c'est-à-dire d'opérer la rencontre entre les deux pour avoir des politiques publiques efficaces. Pour ça, il faut qu'il y ait un consentement à l'impôt. Il faut qu'il y ait un projet de société commun, c'est-à-dire qu'on comprenne que ceux pour qui on contribue sont bien ceux qui vont avoir cette forme de contribution ensuite en tant que bénéficiaires. Dans les perspectives et les sources de financement qui sont prévues et pensées par certains auteurs, j'en rajouterai quelques-uns, à mon sens aussi, il faut arriver à conjoindre le fait que plus les principes liés au financement sont proches des objectifs politiques, plus ils seront consentis par la population. Exemple, aujourd'hui nous créons de la valeur financière tous les jours et nous n'avons aucun retour citoyen. Les pertes d'emploi que nous occasionnons quand nous utilisons notre carte bancaire, par exemple, la numérisation, le travail gratuit, quand, je suis passé comme ça maintenant au Québec, mais quand vous passez dans les magasins et puis que vous scannez vous-même vos propres codes barres, vous faites du travail gratuit d'une certaine manière qui n'est jamais rémunéré. Et donc, à ce moment-là, c'est une taxe qui pourrait tout à fait nourrir ces outils-là, au même titre, je crois que c'était marqué dans le propos initial, que les réflexions qu'il y a autour de la robotisation. Deuxième point de vue et avant-dernier, sur l'intégration notamment de l'impôt sur le revenu, c'est ce que propose Atkinson, tout au long de la vie par rapport à ce qui est l'héritage, pour justement réduire les inégalités de patrimoine, rééquilibrer avec la taxation sur l'héritage, mais pas d'un coup sec comme cela, mais peut-être tout au long de la vie, puisque nous allons hériter soit par transmission, mais aussi de capital, et le processus tout au long de la vie serait davantage acceptable et accepté et consenti parce que ce que nous allons toucher sera aussi tout au long de la vie, c'est-à-dire d'arriver à faire coïncider. Enfin, et c'est ma conclusion, je crois qu'il faut, mais ça demanderait encore beaucoup de temps, penser à une théorie de l'État qui sous-tend tout cela. Parce que penser uniquement un mécanisme de distribution ou un mécanisme de redistribution lié à la fiscalité ne peut se faire que si nous avons une théorie de l'État. Les libertariens pensent à un État minimal, ils le font très bien, avec beaucoup d'absurdités certes, mais ils le font très très bien. Je pense pour ma part qu'il faut penser, et c'est mon propos, à un État qui serait anticipateur à partir du moment où il y aurait des cohortes pour le financement du capital d'émancipation. C'est un État qui investit dans son avenir, en tout cas à 18 ans, sur un certain nombre de cohortes, et aussi un État bienveillant, c'est-à-dire qui reconnaisse purement et simplement la naissance de ses enfants comme étant ceux qui auraient égale valeur dans la société dans laquelle ils naissent. Je vous remercie beaucoup. Bon, bien, ça nous laisse quand même une bonne heure pour discuter de tout ça. Si vous avez des questions.
Peut-être vous devriez venir